Bonjour, ceci est la cinquième leçon du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons vu dans la leçon précédente que la structure politique de l'Europe occidentale médiévale se caractérise par le morcellement de l'autorité sous la forme des multiples relations réciproques entre des suzerains et des vassaux, et le fait que sur le même territoire, ayant un endroit donné où il y a des habitants, ces habitants ont au-dessus d'eux souvent toute une cascade d'autorités inégales, complémentaires, rivales entre elles, parfois en conflit ouvert, certains vassaux étant parfois en guerre contre leurs suzerains. Donc c'est la multiplicité des autorités politiques, le morcellement du pouvoir politique qui est la caractéristique de l'ordre politique de l'Europe occidentale au Moyen Âge. C'est dans cette société que sont apparues les premières assemblées représentatives, donc formées de représentants élus par des vassaux ou par des contribuables riches qui élisent des délégués qui peuvent avoir un certain droit de conseil ou de regard sur les décisions légales et surtout fiscales des rois. Au XVe, XVIe siècle, au tournant de ce qu'il est convenu d'appeler le Moyen Âge et l'époque moderne, des innovations techniques et sociales très importantes vont permettre à certains rois de renforcer leur pouvoir et de devenir souverains et non plus suzerains, c'est-à-dire de devenir une autorité politique qui revendique, souvent avec succès, le monopole du droit d'avoir une armée et du droit de faire des lois sur un territoire donné. Donc on assiste dans une partie de l'Europe à la disparition de ce morcellement de l'autorité politique qui caractérisait l'Europe du XIIIe siècle. L'apogée de la féodalité, c'est vraiment le XIIIe siècle. Cette transformation des rois en rois absolus, de suzerains en souverains, s'accompagne d'une disparition des assemblées représentatives féodales. Par exemple, en France, les États généraux, qui existent depuis 1302 et qui sont réunis occasionnellement par des rois, ne le sont plus après 1615. Nous savons qu'il y aura de nouveau des États généraux en 1789. C'est une toute autre histoire sur laquelle nous reviendrons plus tard. Cette disparition des assemblées représentatives venues de la féodalité en Europe, il y a deux pays qui y font exception, l'Angleterre et la Pologne. Je parlerai plus tard assez longuement de l'Angleterre et beaucoup plus brièvement de la Pologne, qui est une curiosité, mais qui aide à réfléchir sur ce qui a permis le développement des institutions parlementaires, la survie d'abord, le développement ensuite des institutions parlementaires à l'époque moderne. Je veux d'abord vous rappeler quelles sont les transformations très importantes dans le domaine technique et dans le domaine culturel que connaît l'Europe occidentale entre le XVe et le XVIe siècle. Ce sont des choses que vous savez déjà, mais je vous les rappelle juste pour mettre en évidence ce qui va avoir des conséquences pour notre propos principal, c'est-à-dire la transformation des régimes politiques. La première de ces innovations, c'est l'imprimerie.
L'imprimerie, ça a été inventé en Chine, s'est perfectionné en Allemagne en 1539 par un homme, Gutenberg, qui imagine d'imprimer en utilisant des caractères mobiles. Les Chinois, qui n'avaient pas une écriture alphabétique, gravaient des plaques complètes pour imprimer des textes. Gutenberg imagine qu'on peut couler des caractères alphabétiques séparément, qui sont interchangeables, qu'on peut utiliser pour former une page à imprimer. On peut ensuite réutiliser les mêmes caractères pour imprimer un texte différent. Le papier, qui est un matériau beaucoup plus pratique pour écrire et pour imprimer que le papyrus des Égyptiens ou le parchemin, qui est un matériau qui coûte très très cher, qui était utilisé en Europe jusqu'au XIe siècle. Le papier aussi, c'est une invention de Chinois, que les Européens utilisent à partir du XIe siècle pour écrire des livres à la main, avec des copistes. L'imprimerie, à partir donc du milieu du XVe siècle, permet donc d'imprimer des livres en plus grand nombre et qui coûtent moins cher. Ça continue à coûter très cher, mais beaucoup moins cher que quand c'était écrit à la main par un moine. La fabrication des livres en grand nombre va permettre une diffusion de la lecture et de l'écriture, ce qui va avoir des conséquences pour le développement des bureaucraties royales. L'Europe du XIIIe siècle, il n'y a pas de bureaucrate. C'est la hiérarchie des suzerains et des vassaux qui gouvernent la société. Il y a dans l'Église un certain nombre de gens qui gèrent des choses en utilisant l'écriture. Et c'est aussi l'Église qui fabrique les livres avec des moines copistes. Le développement de bureaucratie professionnelle qu'on observe surtout à partir du XVIIe siècle va être facilité par la diffusion de la lecture et de l'écriture qui est rendue possible par l'imprimerie. L'imprimerie aussi va avoir des conséquences très importantes pour les religions. Je vais y venir dans un instant. Une autre des innovations, je crois beaucoup moins importante que l'imprimerie, ce sont les armes à feu. Alors, la poudre à canon est une invention chinoise, là encore, qui va être perfectionnée en Europe pour fabriquer des canons, c'est-à-dire des tubes dans lesquels qu'on utilise pour lancer un projectile en faisant brûler de la poudre qui brûle très très rapidement dans le fond du canon. Les premiers ancêtres des canons, les bombardes, apparaissent à la fin du XIIIe siècle. Ce sont des trucs fixes, fragiles, qui explosent une fois sur deux quand on essaie de les tirer, qui tirent des boulets en pierre qui ne servent pas à grand-chose. C'est une espèce de bélier pour essayer de faire s'effondrer les murs d'un château. Ça ne peut pas servir à grand-chose d'autre. À la fin du XVe siècle, il commence à y avoir des canons en bronze qui tirent des boulets en fonte, qui sont nettement plus, qui explosent moins souvent, qui sont plus mobiles, qu'on peut déplacer, et donc ils peuvent devenir une arme utile. Enfin, on commence aussi à fabriquer des armes à feu individuelles, portatives, pas les ancêtres des fusils d'aujourd'hui, les arquebuses d'abord qui se chargeaient par le canon, évidemment, qu'on allumait avec une mèche pour allumer la poudre, pour faire partir le projectile. C'était assez inefficace. Ça devient efficace plus ou moins au XVIIe siècle. Il va y avoir maintenant des pierres à briquet ou des pierres à fusil, pas pour produire l'étincelle qui allume la poudre, mais il faut continuer à charger le canon, le fusil, enfin le mousquet, le terme de l'époque, le charger par
par le canon. C'est très lent, c'est compliqué, ça coûte cher. Les armes à feu vont avoir pour conséquence de diminuer l'importance des châteaux parce qu'il ne faut plus faire des fortifications très hautes. Pas le château fort, ils avaient des fortifications très hautes pour que ce soit difficile pour les assaillants d'escalader les murs. On ne peut plus faire des murs comme ça, les canons les font s'effondrer très facilement. Il faut faire des fortifications beaucoup plus basses, beaucoup plus épaisses, pour être capable d'encaisser les boulets de canon et d'abriter quand même les soldats qui sont derrière. Donc ça modifie le rôle des fortifications et les armes à feu portatives modifient ou diminuent le rôle de la cavalerie. On ne peut pas charger un arquebuse et tirer avec une arquebuse quand on est sur un cheval. Et donc l'infanterie va devenir beaucoup plus importante dans les armées européennes, entre autres raisons à cause de la généralisation des armes à feu. La troisième innovation technique est elle aussi très importante, plus importante, peut-être pas aussi importante que l'imprimerie, mais plus importante que les armes à feu, c'est la navigation océanique. Bon, il y a une navigation en Méditerranée depuis très longtemps, il y a une navigation côtière. Les bateaux sont capables de sortir de la Méditerranée, de suivre les côtes de l'Espagne, de la France, d'aller jusqu'aux îles britanniques, la mer du Nord, la mer Baltique. Les musulmans sont capables de naviguer à partir de la mer Rouge, du golfe Persique, d'aller jusqu'en Inde. Il y a un commerce qui fonctionne comme cela. Ce que les bateaux ne savent pas faire, c'est s'engager en très haute mer lorsqu'il n'y a plus du tout de côte à proximité. On ne sait plus où on est. Donc il faut développer des nouveaux bateaux capables d'affronter l'océan, qui est plus agité que la Méditerranée. Et il faut avoir des techniques de navigation. Ce sont les Portugais, à partir du milieu du XVe siècle, qui se mettent à explorer les côtes de l'Afrique et atteignent l'Inde en 1499. C'est un navigateur portugais, Vasco da Gama, qui le premier franchit la pointe sud de l'Afrique, remonte dans l'océan Indien et arrive en Inde. L'Inde était connue, on savait où c'est, mais c'est la première fois qu'on est capable d'y aller directement. Alors qu'avant, il n'y avait pas de canal de Suez. Le commerce en bateau entre l'Inde et l'Europe, il fallait des bateaux dans l'océan Indien et la mer Rouge, des bateaux dans la Méditerranée, et il fallait une caravane entre les deux mers pour transporter les marchandises. Plus important que l'exploration des voies maritimes vers l'Asie par les Portugais et des côtes de l'Afrique par les Portugais, est en 1492 la découverte d'un nouveau continent, d'un nouveau monde, par un Génois, un Italien du nom de Christophe Colomb. L'histoire de Christophe Colomb est une des erreurs cognitives les plus fécondes de l'histoire de l'humanité. Pour les gens instruits du XVe siècle, évidemment, ils savaient que la Terre n'est pas plate. Cette idée-là, elle pouvait encore exister chez les gens ignorants et analphabètes, mais les gens instruits savaient que la Terre est une sphère, et certains d'entre eux savaient que au IIIe siècle avant l'ère commune, des Grecs vivant en Égypte avaient mesuré la taille de la Terre et étaient arrivés à un résultat dont nous savons aujourd'hui qu'il est assez bon. Et puis il y avait le plus grand géographe de l'Antiquité qui s'appelait Ptolémée et qui lui avait évalué la taille de la Terre avec son pifomètre. Il connaissait le monde jusqu'à l'océan Atlantique et puis jusqu'à l'Asie du Sud-Est, et il pensait que ça n'avait pas de sens que tout le reste de la planète soit couvert d'eau. Et que donc, il imaginait que l'Est de l'Asie
et l'ouest de l'Europe n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre. Donc il avait imaginé une taille de la Terre beaucoup plus petite que sa taille réelle. Et c'était ça l'erreur de Christophe Colomb. C'est pour ça que cet Italien qui voulait aller en Asie par l'ouest, il va proposer ses services aux Portugais. Et les Portugais, qui sont des navigateurs compétents, l'ont remercié poliment parce qu'ils savaient que c'est beaucoup trop loin. Les Portugais ne savaient pas qu'il y a un continent, l'Amérique, qui barre le passage. Mais ils savaient à peu près à quelle distance se trouve l'Asie de l'Europe si on s'en va par l'ouest. Que donc, eux, ils étaient en train d'explorer la route pour y aller par l'est en contournant l'Afrique. C'était mal commode, mais c'était quand même moins loin. Et Christophe Colomb s'est ensuite adressé aux Espagnols, les rois espagnols qui étaient beaucoup moins compétents au point de vue de navigation et géographie, et qui étaient les rivaux des Portugais, et qui ont pensé que ce navigateur italien pouvait leur être utile pour faire de la concurrence aux Portugais. C'est comme ça qu'il est arrivé aux Antilles, d'ailleurs. Je pense que Christophe Colomb n'a jamais touché le continent américain. Il a fait plusieurs voyages où il a touché des îles des Antilles, dont il a été persuadé jusqu'à sa mort que c'était une partie de l'Asie. C'est pour ça que l'Amérique ne s'appelle pas la Colombie. Elle s'appelle du nom de Amerigo Vespucci, un autre navigateur italien qui, lui, a compris que l'Amérique était un continent différent de l'Asie. Alors, pour l'histoire de l'humanité, c'est évidemment extrêmement important le fait que les Européens puissent arriver en Amérique, puissent peupler l'Amérique, conquérir, peupler l'Amérique d'une certaine façon. Pour notre sujet, l'importance, elle est moins grande, mais elle n'est pas négligeable. Les Espagnols vont trouver en Amérique des trésors, des civilisations locales qu'ils vont piller, et surtout des mines d'argent dans ce qu'ils appelaient le Haut-Pérou, qui est en Bolivie aujourd'hui, où il y avait des mines d'argent qui vont produire des quantités importantes d'argent, qui vont être transportées en Europe et qui vont augmenter beaucoup la disponibilité de la monnaie. En français, le mot argent vient du nom de ce métal, pas l'argent. Parce que les pièces de monnaie, il y avait des pièces d'or qui étaient très précieuses, mais les pièces les plus courantes, c'était les pièces d'argent. Et le développement de la masse monétaire disponible pour le commerce en Europe va permettre le développement du commerce, la croissance du rôle de la bourgeoisie, c'est-à-dire des commerçants, dans l'activité économique, et le rôle social de la bourgeoisie dans les sociétés. Ça, nous allons le voir un instant, ça va avoir une importance pour la transformation des régimes politiques. Enfin, la quatrième transformation qui se fait, elle, au début du XVIe siècle, et qui est très importante pour notre sujet, ce n'est pas une transformation technique, celle-là, c'est une transformation politique et religieuse, c'est la réforme protestante. À partir de 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther commence à dénoncer publiquement certaines des actions du pape de l'époque, ce qui va aboutir à une scission dans la chrétienté occidentale. Un certain nombre de gens, un certain nombre de particuliers et un certain nombre de princes ou de nobles vont se rallier à l'enseignement religieux de Luther et donc entrer en conflit avec l'Église catholique officielle. C'est pas la première fois que ça se passe dans la chrétienté occidentale, mais jusque-là, les tentatives comme cela des réformes religieuses qu'on appelle des hérésies, pas l'hérésie, c'est le fait de choisir, les gens qui choisissent leur religion, les gens qui choisissent de changer de religion. Les hérésies étaient éliminées dans l'Occident catholique par l'autorité de l'Église catholique, appuyée par la force des rois ou des princes qui éliminaient
brutalement les hérétiques. Les protestants vont être combattus eux aussi par la force, mais ils ne vont pas être éliminés complètement. Ils vont devenir dominants dans certains royaumes, dans certains territoires gouvernés par des princes, et ils vont eux-mêmes devenir persécuteurs des catholiques très souvent. La persécution devient réciproque et la persécution ne permet pas d'éliminer l'hérésie. Alors, l'explication de ça, dans une large mesure, c'est l'imprimerie. Le protestantisme se développe dans des milieux un peu instruits, des milieux qui savent lire et écrire, et l'enseignement de Luther va être appuyé par le fait que c'est possible que l'œuvre principale de cet homme a été de traduire la Bible en allemand et de faire imprimer la Bible en allemand pour que les croyants puissent lire eux-mêmes la Bible et ne pas être obligés de faire confiance à un clergé qui leur raconte des choses dont Luther pense qu'elles sont fausses, qu'elles sont une présentation fausse de la religion chrétienne. Donc, l'imprimerie qui existe maintenant depuis un siècle, presque un siècle, lorsque Luther commence son enseignement, l'imprimerie d'ailleurs qui a commencé en Allemagne, comme le protestantisme, l'imprimerie favorise la diffusion du protestantisme et du protestantisme dans des milieux instruits, des milieux importants, des milieux influents. Ce n'est pas le petit peuple qui devient protestant en premier. Ce sont des gens qui ont une certaine puissance sociale. Et le protestantisme, en enseignant que le chrétien doit lire lui-même les textes sacrés, notamment la Bible, le protestantisme va favoriser la diffusion de l'enseignement. L'Église catholique, elle a besoin d'un clergé qui généralement sait lire et écrire, mais elle a besoin de fidèles qui écoutent ce que dit le prêtre dans l'Église et obéissent à ce que dit le prêtre. L'Église catholique se satisfait très facilement, à l'époque et pendant très longtemps, d'avoir des fidèles ignorants. Les protestants insistent sur le fait que les fidèles doivent savoir lire, doivent s'informer par eux-mêmes, doivent lire par eux-mêmes. Et dans les pays européens, la diffusion de l'instruction va être liée au protestantisme. Pas les premiers pays où presque toute la population est alphabétisée au début du XIXe siècle, ce sont des pays comme le Danemark ou la Prusse, qui sont des pays protestants. Les pays catholiques vont eux aussi instruire leur population, mais ça va se faire, ça va se faire plus tard. Le protestantisme correspond à une idée différente de l'autorité dans la société. L'Église catholique est une monarchie. C'est une monarchie avec un monarque élu, le pape. C'est pas un monarque héréditaire, mais c'est quand même un monarque. C'est quand même quelqu'un qui a une autorité très très importante. Il y a bien des conciles qui se réunissent parfois, mais les conciles qui ressemblent à des espèces de parlements d'évêques, si vous voulez, mais les conciles sont rares et l'Église catholique est une structure hiérarchique avec un pape qui décide, qui envoie ses directives aux évêques, qui envoie des directives aux curés, qui disent aux fidèles qu'est-ce qu'il faut faire. Une conception hiérarchique de l'autorité qui ressemble à la conception hiérarchique du pouvoir royal qui va se développer et se renforcer d'ailleurs dans les pays catholiques à l'époque dont nous sommes en train de parler. Alors que les églises protestantes, elles n'ont pas de pape du tout, il y a plusieurs églises différentes selon les pays qui vont se constituer. Certaines de ces églises sont épiscopaliennes, c'est-à-dire des églises qui ont des évêques.
Il y a des luthériens en Allemagne qui ont des évêques, il y a des églises dans les pays scandinaves, au Danemark, en Suède, en Norvège, où presque toute la population devient protestante, presque plus catholique assez vite dans ces pays-là, mais où la hiérarchie religieuse continue à avoir des évêques. Et puis il y a d'autres protestants qu'on appelle les presbytériens, qui n'ont plus d'évêques du tout, dans lequel l'administration des communautés religieuses est faite par des conseils. Il y a un pasteur, puis il y a le conseil de la paroisse avec un certain nombre de fidèles plus influents que les autres là autour du pasteur. Bien évidemment, ces structures s'apparentent aux structures parlementaires. Et dans la démocratie ne va pas s'établir à partir du protestantisme. Ce qui va se développer ou s'établir à partir du protestantisme, c'est l'idée que le pouvoir politique ne doit pas être personnel, il ne doit pas être individuel, il doit être géré par des conseils ou des assemblées, des petits groupes de gens qui débattent entre eux. Pas que le gouvernement par des comités va être beaucoup plus facile à accepter dans les pays qui deviennent protestants que ça ne le sera dans les pays catholiques où la conception de l'autorité reste une conception beaucoup plus hiérarchique et dans lequel les rois vont pouvoir avoir un pouvoir personnel beaucoup plus grand. La création du protestantisme et les persécutions réciproques entre catholiques et protestants, la tentative de l'Église catholique pour éliminer par la force le protestantisme, la capacité des protestants de prendre le contrôle du pouvoir politique dans certains royaumes, certaines principautés de l'Europe, notamment en Allemagne. L'Allemagne est complètement morcelée entre plusieurs unités politiques, certaines deviennent catholiques, restent catholiques, d'autres deviennent protestantes. Ce qu'on appelle les guerres de religion commencent en 1524 en Allemagne et en 1562 en France. En France, c'est plus lent parce que il y a déjà un roi assez puissant, il y a déjà des nobles beaucoup plus affaiblis, donc la possibilité, il y a des nobles qui deviennent protestants, et ça va jouer un rôle important dans les guerres de religion du XVIe siècle, mais il faut que le protestantisme ait recruté un nombre suffisant d'adeptes pour qu'ils deviennent suffisamment nombreux pour que ça puisse donner l'équivalent de guerre civile à enjeux religieux entre catholiques et protestants. Ces guerres de religion vont se poursuivre jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Elles prennent presque entièrement fin avec les traités de Westphalie en 1648 qui mettent fin à la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans commence comme une guerre entre catholiques et protestants en Allemagne, et puis s'étend à d'autres pays européens. La Suède va s'en mêler, les Provinces-Unies, c'est les Pays-Bas d'aujourd'hui à peu près, vont s'en mêler aussi. L'Espagne catholique soutient l'Autriche catholique qui est en lutte contre des protestants en Allemagne, qui sont soutenus par la Suède, par le Danemark protestant, la Suède protestante et les Provinces-Unies protestantes. La France finit par s'en mêler du côté des protestants d'ailleurs, ce qui transforme cette guerre qui était une guerre religieuse au départ en une guerre interétatique qui se termine en 1648. Après 1648, il y aura encore des conflits entre catholiques et protestants en Europe jusqu'au début du XVIIIe siècle. Ça va exister jusqu'au XXe siècle en Irlande du Nord, mais c'est vraiment une bizarrerie de l'Irlande du Nord. Pour le reste de l'Europe, les conflits violents, les conflits armés entre catholiques et protestants se terminent au début du XVIIIe siècle. Notamment en France, les dernières persécutions violentes de protestants, c'est à la fin du règne de Louis XIV, au début du XVIIIe siècle.
au milieu du XIXe siècle. Il y a encore une petite guerre civile en Suisse, dont l'enjeu était un conflit entre catholiques et protestants. Et nous le savons, en Irlande du Nord, jusqu'à la fin du XXe siècle, il y a un conflit violent entre catholiques et protestants. Mais ce sont devenus des phénomènes marginaux. La grande période des guerres de religion, elle est finie au milieu du XVIIe siècle. C'est donc dans ce contexte, que vous connaissiez peut-être déjà un peu, mais dont j'ai voulu vous retracer les traits essentiels, qu'émergent les États souverains. Alors, l'idée de l'État ayant comme une entité abstraite qui a le monopole de l'autorité sur un territoire, elle existait déjà dans l'Empire romain. Nous l'avons vu, et elle va réémerger en Europe occidentale entre le XVe et le XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est un État? C'est un mode d'organisation politique où l'autorité est souveraine et institutionnelle. Souveraine, c'est-à-dire que l'autorité de l'État est le monopole du droit d'utiliser la force sur un territoire. Et que pour cela, il faut savoir exactement où sont les limites du territoire. L'imprécision territoriale des fiefs et des domaines des suzerains et des vassaux, etc., de l'Europe médiévale, ça ne peut plus marcher si on veut savoir que sur un territoire donné, il doit y avoir une autorité étatique unique, et juste une. Et donc on doit savoir exactement où est la frontière, où sont les limites de cette autorité étatique-là, et éventuellement commence une autorité étatique différente. L'État, c'est une organisation politique institutionnelle, c'est-à-dire où l'autorité est attachée aux positions des personnes dans un organigramme et non pas aux personnes elles-mêmes. On a prétendu que Louis XIV, roi de France du milieu du XVIIe jusqu'au début du XVIIIe siècle, aurait déclaré dans une rencontre avec le cour de justice « l'État, c'est moi ». Apparemment, ce n'est pas vrai. Ça a été inventé après coup. Ce qui est vrai, c'est qu'au moment de sa mort, Louis XIV aurait déclaré, alors qu'il était sur son lit de mort, « Je vais mourir, mais l'État subsiste ». Il y a cette idée de l'État. C'est donc une situation très très différente de celle de la féodalité. À propos du mot État, je veux faire une précision, une digression terminologique qui est importante pour nous francophones du Canada. La première, c'est n'utilisez pas le mot État pour désigner n'importe quelle entité politique. Cette notion, elle a un sens dans l'Empire romain, elle n'en a pas chez les Guayaquis de Pierre Clastres, le livre « La société contre l'État » dont je vous ai parlé dans une leçon précédente. Ça, c'est un très mauvais titre. Il n'y a évidemment pas d'État chez les Guayaquis, ni de tentative d'établir un État. Ce qu'il y a, c'est un certain pouvoir politique dont Clastres s'efforce de nous démontrer que ce chef n'a pas de pouvoir du tout. Mais ce n'est évidemment pas un État. Comme la guerre de 100 ans, je vous l'ai déjà dit, n'est pas une guerre entre deux États, la France et l'Angleterre, qui commence au milieu du 14e siècle. Je ne me trompe pas. Et c'est une guerre entre des rois, et avec un roi d'Angleterre qui est le vassal du roi de France et qui veut devenir roi de France à la place du roi de France. Donc, toutes les entités politiques ne sont pas des États. Il y a des entités politiques qui sont des États à partir du moment où elles sont souveraines et institutionnelles, où elles ont un monopole sur un territoire à peu près défini convenablement. La deuxième chose que je veux préciser au point de vue terminologique, c'est que en français de France,
Le mot État, qu'on écrit toujours avec une majuscule, désigne deux choses. À la fois le territoire sur lequel s'exerce une autorité politique souveraine et l'appareil politico-administratif qui gouverne ce territoire. La France est un État et la France a un État qui gouverne le territoire qui est l'État français. Vous comprenez ce point, l'ambiguïté du terme, qui est, je crois, une part de l'explication de la majuscule. L'usage terminologique en anglais n'est pas le même. En anglais, l'État au sens du territoire, c'est state, et l'État au sens de l'appareil institutionnel qui gouverne le territoire, en anglais, c'est government. En français de France, le gouvernement, c'est juste le cabinet. C'est le Premier ministre et les ministres. C'est ça le gouvernement. À Québec, les fonctionnaires, ils disent qu'ils travaillent au gouvernement. Ne dites pas ça à un fonctionnaire français. Le fonctionnaire français, il ne travaille pas pour le gouvernement. Il est un employé de l'État. L'État au sens de l'institution qui gouverne le territoire. Alors, je vous fais cette mise en garde parce que vous allez lire beaucoup de choses qui sont écrites en France par des Français. Et il faut que vous sachiez que État en français ne veut pas dire la même chose, ou veut parfois dire quelque chose de différent de ce que veut dire État chez nous. La distinction entre État et gouvernement que nous faisons est très clairement un anglicisme. Vous savez qu'est-ce que c'est un anglicisme? C'est pas d'utiliser un mot anglais, c'est d'utiliser un mot français comme si c'était un mot anglais. Quand les fonctionnaires disent qu'ils travaillent au gouvernement, ils font un anglicisme. C'est-à-dire ils emploient le mot français gouvernement comme l'équivalent de government en anglais. Mais c'est un anglicisme. Il y a des anglicismes qui sont très regrettables parce qu'ils sèment la confusion. Cet anglicisme-là, je crois qu'il est utile. Que la distinction entre state et government, entre État au sens de territoire organisé politiquement de façon souveraine et gouvernement, c'est-à-dire appareil institutionnel qui gouverne le territoire qui est un État, je pense que c'est une distinction qui est très utile. Et je pense que c'est le français avec son État, auquel on met une majuscule, qui est en fait une source de confusion, qui est révélatrice, je crois, de la sacralisation de l'État qui caractérise la culture politique française. Nous sommes à cet égard dans une culture politique qui est différente. Je crois qu'elle est préférable sur ce point-là, pas sur tous les points. D'autres moments où probablement je vous dirais que la façon d'utiliser le vocabulaire des Français est préférable à la façon dont on l'utilise ici en copiant l'anglais. Mais copier l'anglais dans ce cas-là, je pense, ça ne nous fait pas de tort du point de vue intellectuel. Il y a un certain nombre de gens qui considèrent que l'utilisation de la majuscule en français est ridicule. Dans le cas de l'État, en fait, je continue à l'utiliser quand j'écris et je pense que c'est commode de l'utiliser parce que le mot État est un des mots les plus courants de la langue française. Il y a l'état de la température, il y a l'état des routes, il y a l'état de santé, il y a l'état d'énormément de choses. Et donc, mettre une majuscule pour distinguer l'État dans ce sens particulier de l'institution politique, je pense que c'est utile pour éviter les ambiguïtés ou les incompréhensions quand on écrit. Mais j'ai rencontré des gens qui refusent de mettre une majuscule au mot État par conviction politique. Si vous faites ça, je crois que vous avez le droit de le faire. C'est dangereux, vous devez prévenir convenablement vos lecteurs. Et juste, ça va vous compliquer la vie un tout petit peu. Donc il s'agit de faire un État souverain.
Hein. Et les théoriciens de cela sont, au XVIe siècle en France, un auteur comme Jean Bodin, et en XVIIe siècle en Angleterre, Thomas Hobbes, qui explique que le morcellement de l'autorité politique qui caractérisait l'Europe féodale, c'est quelque chose qui a des inconvénients très très graves parce que ça ne permet pas d'assurer la paix publique ou la sécurité publique. Pour que l'ordre reste maintenu sur un territoire, il faut qu'il y ait une seule autorité ayant le droit d'utiliser les armes. Alors, il s'agit pour ces auteurs et pour les rois du XVIe et du début du XVIIe siècle qui s'efforcent d'établir leur autorité souveraine sur un territoire, il s'agit de mettre fin au petit inconvénient des guerres féodales. Dans la féodalité, les vassaux pouvaient se battre entre eux, les vassaux quelquefois pouvaient se battre contre leurs suzerains. C'était assez mauvais pour l'ordre public. Mais surtout, à partir du milieu du XVIe siècle, on est en situation de guerre civile très grave en Allemagne, en France, en Suisse, en Angleterre, un petit peu plus tard, et dans des conditions différentes. Hein. Il y a une intolérance réciproque des catholiques et des protestants qui conduit à ces guerres de religion. Et dans l'Europe du Moyen Âge, l'apogée de la féodalité au XIIIe siècle, on a un morcellement de l'autorité politique en Europe féodale. Mais on a une unité de civilisation. Et l'unité de civilisation, elle est donnée par l'Église catholique, la langue latine et le droit romain qu'on est en train de redécouvrir. Et lorsque les seigneurs ne sont pas trop en train de s'entretuer, et disons le début du XIVe siècle, avant le début de la guerre de Cent Ans et de la Grande Peste, le début du XIVe siècle est une période extraordinaire de civilisation, avec ces universités qui ont maintenant des professeurs qui sont des gens intelligents, instruits, qui ont réfléchi, qui débattent entre eux, qui sont au bord des grandes découvertes scientifiques qui seront celles du XVIe et du début du XVIIe siècle, avec Copernic, Galilée, Kepler, Newton, pas les quatre fondateurs de la science moderne en Europe. Guillaume d'Occam, Buridan, Warren à Paris, tous ces professeurs d'université du début du XIVe siècle sont tout proches du niveau d'intelligence, de réflexion qui va conduire à la révolution scientifique plus de 2 siècles plus tard. C'est la Grande Peste et la guerre de Cent Ans qui seront les facteurs, surtout la Grande Peste, qui vont retarder l'évolution intellectuelle de l'Europe. Mais donc, cette Europe du début du XIVe siècle, un étudiant polonais qui sait qu'il y a un spécialiste de son domaine à Oxford, en Angleterre, ou à Coimbra, au Portugal. Il s'en va, il va travailler, il prend le temps qu'il faut pour aller là-bas. Il arrive, il a étudié en latin à Cracovie, il peut étudier en latin à Coimbra, ou à la Sorbonne, à Paris, ou à Bologne, en Italie. Vous avez une civilisation européenne. Cette civilisation européenne, elle repose sur la langue latine et l'Église catholique. Et le latin est la langue officielle de l'Église catholique. C'est la langue écrite et lue et écrite par la plupart des gens qui lisent et écrivent. Il y a maintenant des gens qui écrivent en français de l'époque, en anglais de l'époque. Mais la langue intellectuelle, c'est le latin et c'est la langue internationale des gens instruits. Donc, dans l'Europe morcelée politiquement,
la religion est un facteur d'unité, de civilisation. Au XVIe siècle, c'est la religion qui devient le principal facteur de violence dans la société, dans des pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et les philosophes qui réfléchissent à cela se demandent sur quoi peut-on fonder l'ordre public, la paix civile, si la religion est devenue le principal facteur de conflits, de conflits violents. Et l'idée, c'est il faut qu'il y ait un souverain. Il faut qu'il y ait un Léviathan, nous dit Hobbes. Hein, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le monopole du droit de tuer les autres pour que les autres cessent de s'entretuer entre eux. La fin de la guerre civile, l'établissement de la paix civile suppose le souverain, suppose le pouvoir unique. Et ça va être rendu possible par la création des armées permanentes par les rois, qui sont rendues possibles par les métaux précieux d'Amérique. Les princes du XIIe ou du XIIIe siècle, ils ne pouvaient pas payer leurs soldats. Donc les chevaliers, ils devaient leur accorder un fief, leur donner le droit d'exploiter des paysans, parce qu'ils ne pouvaient pas les payer. À partir du moment de l'afflux des métaux précieux en Europe, essentiellement de l'argent du Pérou, il est possible de payer des soldats. Les soldats, c'est ceux qui touchent une solde. Et les rois peuvent avoir une armée permanente. Les armées féodales, elles étaient épisodiques. On réunissait des chevaliers quand on en avait besoin, mais en permanence, le roi n'avait pas d'armée. Il se met à avoir une armée permanente. Bon, ça commence au XVe siècle. La guerre de 100 ans commence avec des armées féodales et se termine avec des armées de mercenaires, d'ailleurs très mal payés, qui deviennent pillards tout le temps, qui sont une menace importante pour la population. Pour avoir de l'argent, il faut faire payer les bourgeois, les commerçants. Hein. On leur fait payer des impôts et on leur vend des charges. Les rois vont s'appuyer de plus en plus sur la bourgeoisie pour neutraliser les seigneurs. Ils ont moins besoin des seigneurs parce qu'ils peuvent avoir des armées permanentes. Alors, les armes à feu vont jouer un rôle aussi parce que les soldats qui utilisent les armes à feu, il faut les équiper, ça coûte cher, il faut les former, les instruire, il faut surtout les faire opérer de façon disciplinée. On ne peut pas, comme à la bataille de Crécy, se ruer en désordre sur les ennemis pour transformer la bataille en une série d'affrontements individuels entre des combattants désorganisés, avec le roi qui est incapable de donner des ordres à personne. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est donner l'exemple en combattant en première ligne. À partir du moment où on a des armes à feu, il faut combattre en ligne et tirer tous ensemble. Les armes à feu de l'époque ne permettent quasiment pas de viser. Le seul moyen d'avoir un effet quelconque, c'est d'être très nombreux à tirer en même temps dans la même direction. Donc les armes à feu favorisent le développement de l'infanterie, d'infanterie professionnelle, disciplinée, qui deviennent la base du pouvoir royal. Les seigneurs, on n'a plus besoin d'eux. Leurs châteaux ont cessé de leur permettre de résister éventuellement au roi, si le roi veut venir leur imposer une discipline quelconque. Et effectivement, la transformation de la guerre de 30 ans, de guerre religieuse au début, en guerre interétatique à la fin, est un peu le symbole de ça, et de la supériorité maintenant des armées royales sur toutes les autres formes de forces armées qui existaient dans la société, qui étaient des résidus de féodalité. En France, la dernière révolte de nobles contre le pouvoir du roi, ce qu'on appelle la Fronde
dans l'histoire de la France, entre 1648 et 1653. On est au milieu du XVIIe siècle, on est au début du règne de Louis XIV. Louis XIV est encore enfant, mais c'est déjà lui qui est roi. Et un certain nombre de grands seigneurs se révoltent contre le roi. Et il y a une guerre civile en France, au milieu du XVIIe siècle, qui est les guerres de religion sont presque finies. Il y a une petite guerre féodale là, au milieu du XVIIe siècle. Après les traités de Westphalie, après 1648, il va continuer à y avoir énormément de guerres en Europe. Mais ce sont maintenant des guerres entre les rois. Et les rois se sont mis d'accord au traité de Westphalie sur le fait qu'on va cesser d'intervenir dans la politique intérieure de chacun de nous. On va laisser les rois protestants persécuter les catholiques dans leur pays, les rois catholiques persécuter les protestants dans leur pays. On va accepter que la religion, elle est soumise au pouvoir politique et que les rois choisissent la religion de leur sujet. Mais ces princes se font énormément de guerres entre eux, qui sont des guerres qui sont plus limitées, qui ont moins de conséquences pour les populations que les guerres de religion. La guerre de 30 ans est une catastrophe très très grave qui fait diminuer de façon importante la population en Allemagne. Ça commence en Allemagne, c'est en Allemagne que ça a le plus le caractère d'une guerre civile, encore d'un résidu de guerre féodale. Les guerres interétatiques très fréquentes qui ont lieu ensuite vont avoir moins de conséquences. Si vous vivez dans la région de la frontière, les paysans vont être pillés par les soldats qui passent. Les soldats ennemis ou les soldats du roi, ça fait pareil. Les armées n'ont pas, avant le milieu du XVIIIe siècle, elles n'ont pas de système de ravitaillement organisé. Elles doivent piller les populations locales pour se nourrir. Et donc, le passage d'une armée, c'est une catastrophe, toujours, pour les paysans. Mais si on n'est pas dans la région frontalière, on n'a pas de raison d'avoir des armées qui passent, et donc l'ordre public est mieux assuré, enfin presque mieux assuré, parce que en France, lorsque Louis XIV décide de réprimer les protestants, qui continuent à y avoir une minorité protestante, notamment dans le sud de la France, le moyen de les réprimer, c'est d'envoyer les soldats loger chez eux, parce que ça faisait un dégât épouvantable. Les soldats se croyaient tout permis dans la maison où on avait assigné tel ou tel logement. On assignait en priorité les logements des protestants pour loger les soldats. Et les soldats savaient qu'ils étaient là pour embêter les gens chez qui ils habitaient. Ça s'appelait les dragonnades. On envoyait des soldats cavaliers qui étaient des dragons pour réprimer les protestants. Les armées servaient aussi à prélever les impôts. Le prélèvement des impôts en France, les autres pays européens, je ne sais pas bien comment ça se passait. En France, il y avait une règle juridique qui s'appelait la contrainte solidaire. Ça veut dire la chose suivante, c'est que le percepteur d'impôts passe dans les villages, il va chez les paysans, il leur dit, voilà, vous devez payer, je sais pas, 3 écus ou 25 sous de monnaie de l'époque, et le paysan paye. Et puis ensuite, il va chez son voisin, et le paysan dit, j'ai rien, je ne peux pas payer. Alors le percepteur d'impôts brise tout dans la maison pour voir s'il y a de l'argent caché, il ne trouve rien, il retourne chez celui qui vient de payer et il lui dit, puisque ton voisin ne peut pas payer, tu dois payer à sa place. Ça s'appelait la contrainte solidaire. Alors, très souvent dans les villages, les percepteurs d'impôts se rendaient ainsi parfaitement odieux. Et une coutume française, villageoise, courante au XVIIe siècle, c'était de jeter les percepteurs d'impôts dans les puits. Et ensuite, on envoyait les soldats pour réprimer les paysans qui s'en étaient pris aux percepteurs d'impôts. Et Madame de Sévigné, une noble
écrivant des lettres sentimentales à sa fille au XVIIe siècle, raconte cela, pas des... il y a eu une révolte de paysans qui ne voulaient pas payer leurs impôts la semaine dernière. On s'est bien amusé, les soldats sont venus, ils les ont pendus aux arbres. Certains paysans ont voulu se réfugier dans le château. On les a accueillis, puis on a prévenu les soldats, ils sont ici, venez les chercher. Les soldats les ont pris, les ont pendus. On s'est vraiment bien amusé. Sic, hein, la noble, délicate, raconte ça à sa fille dans une lettre pour occuper l'esprit de sa fille. Donc l'armée, elle sert aussi à réprimer la population à l'intérieur. Et cette situation politico-militaire a sans doute eu un certain effet pour diminuer les chances des États les plus oppressifs. Parce que finalement, être obligé d'utiliser les soldats pour faire payer des impôts aux paysans, ça affaiblit l'armée pour faire la guerre à l'extérieur. Pour faire la guerre à l'extérieur, il faut pouvoir payer les soldats, il faut donc que les paysans payent les impôts. Et si on utilise tous les soldats pour faire payer les impôts aux paysans, ça ne peut pas marcher. Donc on a là un système qui, curieusement pour nous, peut apparaître comme ayant été un progrès de l'ordre public à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle par rapport à la première moitié. Par la première moitié du XVIIe siècle, à cause des guerres de religion et à cause des complications internationales liées aux guerres de religion, c'est-à-dire la guerre de 30 ans, est une période abominable de l'histoire de l'Europe du point de vue des souffrances des populations. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et surtout à partir du XVIIIe siècle, ça va s'améliorer, ça doit s'améliorer beaucoup. Puisque le roi doit être souverain, qu'il doit avoir le monopole de l'autorité et du droit d'utiliser les armes sur son territoire, la conséquence qui semble logique, c'est que le roi doit être absolu, ce qui est la seule garantie contre le risque de guerre civile. Les guerres interétatiques, c'est embêtant, enfin les guerres entre les rois, c'est embêtant, mais c'est beaucoup moins embêtant que la guerre civile. Ça fait beaucoup moins de dégâts que la guerre civile. Et la monarchie absolue, c'est bien sûr Louis XIV en France, à partir du milieu du XVIIe siècle, et il a un certain nombre d'imitateurs ou de rivaux en Espagne, en Autriche, en Prusse, et sans doute dans d'autres petits États européens où le roi local se met à fonctionner comme un monarque absolu. Les nobles ont cessé d'être un problème, ils sont officiers dans l'armée du roi ou ils sont transformés en domestiques de luxe dans le palais royal. Ils continuent à être des privilégiés du point de vue du mode de vie et du niveau de consommation. Ils ont cessé d'être une menace pour l'autorité royale. L'autorité royale, elle s'exerce grâce à l'armée permanente qui est payée avec des soldats rémunérés et grâce à une bureaucratie de fonctionnaires payés eux aussi, infiniment moins nombreux qu'aujourd'hui évidemment, mais déjà beaucoup plus nombreux qu'au Moyen-Âge. Ces fonctionnaires, ils sont recrutés dans la bourgeoisie. Certains des ministres du roi ne sont pas des nobles. Quand ils deviennent ministres, ils vont être anoblis en cours de route. Les vrais nobles, d'ailleurs, ceux qui sont des nobles héréditaires, ne vont pas aimer ça du tout. De voir que certains bourgeois, qui souvent achètent leurs fonctions administratives, c'est une des ressources financières du roi. Il y a les impôts qu'il fait payer et il y a les charges qu'il vend à des gens qui ont les moyens de payer, donc à des bourgeois. Et ces bourgeois, ensuite, ils font plus ou moins bien le travail administratif qu'on leur demande et ils parfois sont anoblis par le roi en récompense du rôle qu'ils ont joué dans son administration. Mais ils sont beaucoup moins indépendants du roi que le sont les nobles. Ils sont des
serviteur fidèle du roi. La monarchie absolue, c'est l'alliance du roi et de la bourgeoisie contre la noblesse traditionnelle. Quelque chose qu'il faut bien comprendre. Cette période se caractérise aussi par la disparition des États généraux. Bon, on n'a plus du tout besoin d'assemblées élues. Les vassaux ont perdu le pouvoir de prétendre qu'ils ont le droit de contrôler la façon dont le roi fait ce travail. Alors, la monarchie absolue, elle est absolue d'une certaine façon, historiquement. Et il ne faut pas, pour nous, exagérer cet absolutisme. Il continue à y avoir énormément de limitations au pouvoir du roi. La France est un territoire qui est déjà presque le même que celui d'aujourd'hui, et elle a, à la fin du XVIIe siècle, 22 millions d'habitants. C'est déjà énorme pour l'époque. Il faut plusieurs jours pour envoyer un messager de la capitale jusqu'aux régions les plus éloignées du royaume, et puis il faut plusieurs jours aussi pour que le messager revienne et apporte une réponse. Donc, contrôler de façon étroite l'ensemble du territoire à partir de la capitale, c'est évidemment impossible. Il continue à y avoir énormément de phénomènes d'autonomie ou de limitation du pouvoir royal. La religion limite le pouvoir royal. La religion, elle est l'alliée du roi. En France, la religion, c'est la religion catholique. En Prusse, au Danemark, c'est le protestantisme. Mais le roi, évidemment, utilise la religion et la religion appuie le roi. Mais le roi ne peut pas faire n'importe quoi avec la doctrine religieuse. Les croyances religieuses sont importantes pour la population et le roi sait qu'il a là un allié qui ne peut pas être purement et simplement un serviteur. Et puis il y a les coutumes, et il y a notamment les coutumes juridiques. Les provinces, les villes qui disent « Ah, mais quand on a été rattaché au royaume au XVe siècle, on a obtenu tel statut particulier pour les impôts, pour toute une série de choses. » Et la France, qui devient un État assez centralisé pour l'époque, continue à être un territoire sur lequel il y a une diversité de systèmes juridiques, une multiplication d'autonomie, de droits, etc., de tous les côtés. Dans cette France du XVIIe, ou plus tard du XVIIIe siècle, il y a des parlements. Vous pouvez rencontrer ça dans vos lectures, mais il faut vous méfier. L'assemblée féodale élue, qui pouvait contrôler le pouvoir royal, ça s'appelait les États généraux en France. Après 1615, je vous l'ai dit, il n'y a plus de réunion des États généraux en France, avant 1789. Mais il y a des parlements en France. Les parlements sont des cours de justice, ce n'est pas du tout des assemblées élues. Et ces cours de justice, elles ont un certain droit de regard sur la façon dont le roi gouverne. Lorsque le roi fait une loi, il doit la faire enregistrer par le Parlement de Paris, puisque c'est le Parlement qui doit connaître la loi pour savoir comment l'appliquer. Et le Parlement de Paris considère parfois qu'il a le droit de faire des remarques au roi, d'expliquer au roi que sa loi, ça ne va pas, pour quelque raison que ce soit, et qu'il doit refaire son boulot. Et il y a des refus d'enregistrer des lois, des retards d'enregistrement des lois. Le roi peut être limité aussi par les parlements qui ne sont pas du tout des parlements au sens où nous utilisons ce mot aujourd'hui. Donc, à la fin du XVIIe siècle, un roi absolu est bien plus puissant que son ancêtre 2 siècles plus tôt. Pas le roi de l'Europe féodale était beaucoup plus faible, avait un pouvoir beaucoup plus limité que le roi absolu de la fin du XVIIe siècle. Mais ce roi absolu,
il est beaucoup moins absolu que le seront des autocrates qui viendront ensuite. Un personnage comme Napoléon en France, le pouvoir sera énorme par rapport à celui de Louis XIV, et je ne parle pas de personnages comme Staline ou Hitler au XXe siècle, qui ont bien sûr eu des pouvoirs beaucoup plus absolus que le plus puissant des rois absolus de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. Il est important pour nous de comprendre ce qu'a été cette évolution et comment se sont constitués les États souverains, comment on est sorti du morcellement politique de l'Europe du Moyen-Âge pour entrer dans l'unification d'un pouvoir étatique qui exerce une autorité suprême sur un territoire clairement délimité. Cette évolution, elle était nécessaire pour que se constituent des régimes plus ou moins démocratiques dans des grands territoires. Il y a eu des démocraties dans des petits territoires. Dans l'Antiquité, nous l'avons vu, la démocratie sur un très grand territoire était considérée comme impossible pendant longtemps. Nous verrons au XIXe et au XXe siècle que finalement c'est devenu possible, même sur d'assez grands territoires. Pour cela, il faut que ces territoires soient clairement unifiés politiquement. Si le peuple est souverain, ou supposé être souverain, il faut qu'on sache qui est le peuple, qui sont les membres du peuple et qui ne sont pas membres du peuple. Donc, l'émergence des États souverains entre le XVe et le XVIIe siècle, qui était l'essentiel de mon exposé maintenant, cette émergence-là, elle est essentielle pour comprendre la possibilité de régimes qui vont devenir démocratiques ensuite. Mais cette émergence des États souverains, elle s'est accompagnée de la disparition des institutions représentatives féodales. Elle s'est accompagnée d'un renforcement du pouvoir des rois. Or, nous avons tendance à considérer aussi que pour qu'un régime politique puisse devenir démocratique, il faut que le pouvoir soit limité, soit contrôlé. Et ce que nous avons observé dans cette leçon, c'est le déclin du contrôle des rois et l'amélioration de leur contrôle sur un territoire, l'amélioration de la souveraineté du pouvoir politique sur le territoire, mais le déclin du contrôle de ce territoire, de ce pouvoir par des représentants quelconques de la population, d'une partie de la population sur ce territoire. Cette évolution, elle a une exception très importante en Europe, c'est l'Angleterre. En Angleterre, au XVIIe siècle, comme dans les autres pays d'Europe occidentale, il y a une tentative royale d'établir une monarchie absolue. Cette tentative royale déclenche une guerre civile. Cette guerre civile se termine par un compromis entre le Parlement et le roi, compromis dans lequel il est devenu très clair que le pouvoir dominant, c'est le Parlement. Ce n'est toujours pas une démocratie. Ce Parlement, il est très loin de représenter l'ensemble de la population. Mais il y a une situation différente en Angleterre de celle que j'ai décrite aujourd'hui, une tendance à vouloir faire la même chose que dans les pays du continent, et l'échec de cette tentative qui va donner un régime politique avec prééminence du Parlement, qui va jouer un rôle très important dans l'évolution ultérieure qui va déboucher sur les régimes politiques que nous appelons aujourd'hui des démocraties. Cette situation particulière de l'Angleterre et son histoire au XVIIe siècle, ce sera mon sujet pour la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.